Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour cette nouvelle émission 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et au Savoyard. Encore une fois, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Les beaux jours reviennent, l'actualité sportive est de très grande qualité en ce moment et comme d'habitude, je suis super bien accompagné avec pour commencer ma co-animatrice Laurine. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super et toi ? Bah écoute, incroyable. C'est beau jour comme tu dis. Exactement, il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir et on a une émission un peu particulière puisqu'on va être monothème aujourd'hui mais ça va être super, croyez-moi. On a également Justine qui est avec nous comme d'habitude. Tu vas bien ? Ben, ça va très bien. Je suis très très contente de vous retrouver encore ce soir. L'émission elle promet d'être parfaite. Exactement. On va essayer en tout cas de la rendre parfaite. Et pour finir, bien sûr, Driss est avec nous, il complète la fine équipe. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Très bien, écoute. Gros programme encore aujourd'hui. Ouais, ça fait exactement. De beaux invités en tout cas pour une émission qui est... Du coup, je révèle maintenant le monothème. C'est une émission 100% ski alpinisme. Et oui, c'est la discipline montante des sports d'hiver. Et puis, comme on est sur les dernières semaines de neige et la fin de l'hiver, ça permet de bien clore cette période en beauté. Donc, pour commencer, on va recevoir ce soir Jules Ribaud, qui a fait le déplacement jusqu'à notre plateau. Et on le remercie. Il est jeune, il est un véritable talent du ski alpinisme. Et il sort d'une saison magnifique, pleine de promesses. On poursuivra avec une page Pierre Amenta, l'événement de ski alpinisme mondialement reconnu. Et qui d'autre pour nous en parler que le président de l'association organisatrice de la Pierre Amenta, Sébastien Blanc. Il sera avec nous pour nous expliquer les rouages de cette course fantastique. Et pour finir, comme d'habitude, on découvrira les chroniques de Justine et Driss qui vont nous parler des dernières actualités savoyardes et des rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, assez chargé, mais on va s'en sortir. Comme je l'ai dit plus tôt, on est en très bonne compagnie avec le skieur alpiniste Jules Ribaud. Salut Jules, comment tu vas ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très très bien. Écoute, je suis super content de t'avoir dans l'émission parce qu'en fait, tu étais déjà passé parmi nous. L'année dernière, tu fais partie des rares qu'on a déjà accueillis ici. Donc, merci en tout cas d'être avec nous. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir aussi. Exactement. Première question, j'aimerais te poser un petit peu celle-ci. Comment est-ce que tu juges ta progression justement avec l'année dernière, comme toi, tu étais déjà passé ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Comment est-ce que tu as grandi un petit peu ? J'ai progressé. Je pense que on va dire j'ai progressé. Après, je me suis fait plaisir et j'aime toujours autant ce que je fais. Donc, je prends du plaisir, je progresse et donc je suis sur la bonne pente, je pense. En fait, ce que j'aimerais moi mettre un petit peu comme contexte autour de ton parcours, c'est que l'année dernière on te reçoit, tu commences à faire de bons résultats et en fin de saison surtout tu fais des belles victoires et ça te met en confiance, j'imagine, pour le début de cette saison-là 2023-2024. Et justement, comment un petit peu est-ce que tu as préparé cette nouvelle saison, si on remonte un petit peu en arrière avant tout ce qui a pu se passer pour toi ces dernières semaines, comment est-ce que tu as préparé cette saison ? Le début de la saison, il a débuté en août. Ouais. Et puis après c'est un entraîneur qui me suit et c'est des entraînements spécifiques tout l'automne. J'ai passé un mois en confinement en ermite à Tignes pour faire des globules rouges et pour pouvoir chausser les skis très tôt. Et puis après les premières compétitions en décembre et que j'abordais avec beaucoup de stress d'ailleurs parce que je savais pas où j'en étais, je connaissais pas le niveau international et puis après c'était que du kiff. D'accord. Simplement, tu nous parles de globules rouges. C'était quoi l'intérêt justement d'aller te mettre au vert ou plutôt au blanc à Tignes comme ça pendant un moment ? C'était donc comme je l'ai dit plus tôt, dans un premier temps de chausser les skis très tôt parce que c'est en altitude, c'est à 2000 mètres. Il y a le glacier au-dessus, qui est malheureusement de moins en moins exploitable. Mais ça permet de chausser les skis tôt, d'accumuler des heures sur les skis, et puis aussi donc de fabriquer des globules rouges. Les globules rouges, pour ceux qui savent pas trop, c'est ce qui permet à l'oxygène c'est ce qui apporte l'oxygène dans les muscles. Et plus on en a, plus il y a d'oxygène dans les muscles et plus on est performant. Donc ensuite, quand on redescend un petit peu en altitude, ça permet d'être un peu plus fort aussi. D'accord, ok. Raconte-nous un petit peu justement, parce que toi,
on va pas mâcher nos mots, t'as vraiment eu un début de saison canon. Qu'est-ce qui a fait que tu t'imposais quasi systématiquement sur ces premiers rendez-vous? L'envie, la motivation, l'entraînement et puis après, plus on gagne, plus on a envie de gagner. Donc, et plus on engrange de confiance. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont permis que je fasse un bon début de saison. Ouais. Tu t'étais fixé quoi comme objectif à la base? M'imposer, jouer devant et prendre plaisir et donner le meilleur de moi-même. C'est ce qui a été fait sur chaque course. Et puis c'est ce qui m'a permis de faire des bons résultats. Ouais, c'est sûr, je pense. Tu nous parlais de ton stress en décembre dernier. Comment tu as su le gérer? Comment tu as su changer ça en bien et transformer ça en bonne performance? Je suis suivi par un préparateur mental. Donc qui m'aide énormément et pas que sur les aspects du stress, sur plein d'autres. Par exemple, quand je dis que j'ai passé un mois en ermite, au bout d'un moment, c'est garder une motivation aussi parce qu'on voit tous les potes qui sont là à Chambéry, par exemple, et qui font la fête. Et moi, je suis un mois là-haut, je vois pas grand monde, je suis tout seul dans mon appart. De temps en temps, j'ai des potes qui passent, mais au bout d'un moment, ouais, c'est un peu pesant. Et c'est sur tous ces aspects-là qu'il m'aide. Et c'est à force de discuter avec lui que ça permet de passer des caps et mettre un peu de côté ce stress ou l'utiliser de manière cohérente et que ça permette de renforcer la performance. Ok. Et si tu devais donner une raison, ou en tout cas une chose que tu faisais mieux que les autres justement sur ce début de saison et qui te permettait d'aller chercher ces victoires, ce serait quoi? Je sais pas s'il y avait vraiment quelque chose que je faisais mieux que les autres parce que toutes les personnes qui étaient là, elles avaient envie et toutes les personnes qui étaient là, elles s'étaient entraînées pour. Je pense que c'est juste que à ce moment-là, j'ai pas envie de me mettre en avant, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais le meilleur et j'en ai profité, mais on était tous là pour gagner aussi, donc je pense que à la fin de la course, j'étais le meilleur, mais c'était comme ça à ce moment-là, parce qu'on avait tous envie de gagner aussi, quoi. Pour replacer un petit peu le contexte, moi c'est vrai que je demande à en apprendre tous les jours. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce sport, en quoi consiste exactement le ski alpinisme? Alors le ski alpinisme c'est un peu le mot pour la course du ski de randonnée. Donc j'imagine que ça parle déjà un petit peu plus de monde. Le ski de randonnée c'est on monte avec des pots de phoque sous les skis, on les enlève et on redescend à ski. Ça permet de sortir un peu des stations. Après, le ski alpinisme, il a plusieurs disciplines. Donc, il y a l'individuel qui va plus ressembler au ski de randonnée et ça va être la course sereine. Donc, plusieurs montées, plusieurs descentes, des courses longues, des parcours d'1 heure, 2 heures sur des grandes courses qui vont jusqu'à 3-4 heures. Ensuite, il y a le sprint, donc une discipline olympique. C'est un parcours très technique, très court, qui doit faire 3 minutes, entre 2 et 4 minutes. Et puis, il y a la vertical race. C'est juste une remontée de 500 ou 600 mètres sur piste et c'est celui qui va plus vite. D'accord. Et toi, je sais pas justement, je demande comment t'es devenu passionné par ce sport et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que skieur alpiniste? Alors moi, déjà depuis tout petit, j'ai été mis dans la montagne par mes parents. Ensuite, je suis passé par plein de sports, que ce soit le judo, le handball, le basket, le VTT. J'ai pratiqué le VTT 6 ans en club et puis après, je me suis un peu lancé dans la course à pied. Mais aucun sport m'a vraiment touché. Et puis, j'ai fait mes premiers pas en ski de randonnée avec mes parents à l'âge de 10 ans. Et puis, quand j'ai eu l'âge de faire des courses, j'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. Et donc, j'ai accroché et je me suis lancé, quoi. Et après, c'est la motivation de la performance qui me pousse aujourd'hui, je pense.
D'accord. Et si on revient justement à cette saison et à ce début de saison, moi j'aimerais plus parler du côté sensation. Qu'est-ce que ça te procurait comme sensation, ces enchaînements de victoires et de podiums? Comment tu te sentais à ce moment-là? C'est un grand du kiff parce que tout le travail que j'ai fait là, ça m'a permis d'être là, et ça montre que j'ai pas fait ça pour rien. Après, j'avais aussi envie d'être là à ce moment-là, donc il y a du kiff, et juste aussi de me dire ok, voilà, j'ai fait le boulot et c'est cool, quoi. Ok. Et justement, si on passe à un petit peu la suite de cette saison et on vient un petit peu après jusqu'à son terme, on peut dire que tu as eu un petit coup d'arrêt sur l'étape de Coupe du Monde à Bormio en Italie. Est-ce que tu peux un peu raconter ce qui était arrivé à ce moment-là, ce qui s'est passé? Ouais, alors déjà, c'est vrai que j'ai eu un coup d'arrêt. Après, moi, je l'ai pris comme un coup d'arrêt, à nuancer. Je fais quand même 5e mondial. Je pense que c'est malgré tout une bonne performance, même si c'est pas là où je voulais être. Et sur le coup, c'est une erreur technique sur un sprint, donc l'épreuve très courte. C'est une erreur que j'ai faite, une erreur de course, une erreur de lecture de course, et puis voilà, j'ai pas fait ça comme il faut. Ça fait que j'ai fait 5e, alors que j'aurais dû faire, je pense, 2e. Après, je m'avance peut-être un peu, mais à ce moment-là, j'étais 2e et c'était quasiment la fin de la course. Et sur le coup, ça m'engrange énormément de frustration. Je vais pas vous le cacher, j'en ai pleuré. Hein. Ok. Mais après, c'est rebondir, se relever et repartir. Et ce qui est bien, c'est que c'était pas. Il y avait une épreuve le lendemain qui m'a permis aussi de reprendre confiance, qui s'est bien passée, et ça aide énormément, je pense. D'accord. Du coup, ça aborde un sujet qu'on n'a pas encore trop vu, c'est l'aspect un peu stratégique du ski alpinisme. Comment tu prépares ces courses-là, justement? Point de vue physique, on se doute un petit peu, ça, c'est plutôt logique, mais dans le côté stratégique, c'est quoi que tu fais toi personnellement? Est-ce que tu as des coachs qui t'aident à ce niveau-là? Est-ce que vous en discutez entre vous, avec tes différents adversaires, collègues en tout cas de ski alpinisme? J'en discute un peu avec mes coachs. Après, ça dépend énormément de comment l'athlète se connaît, et puis de la course, parce que sur une individuelle qui va durer 1 ou 2 heures, c'est beaucoup plus facile de lire une course et de prendre des décisions. Sur une course où la montée dure 2 minutes, il faut prendre les décisions à l'instantané, et c'est super dur. Et après, c'est de l'expérience. Je pense que c'est de l'expérience, et essayer. Si ça marche pas, on recommence après différemment, et jusqu'à trouver la bonne méthode. Et je pense que il y a énormément d'expérience à avoir pour pouvoir lire une course comme il faut. Et même moi aujourd'hui, je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Ok. On avance un petit peu dans le temps. On arrive un peu à maintenant, en fait. Fin de saison pour toi, là, où il te reste encore des courses? Non, fin de saison. Je ferai peut-être 1 ou 2 courses comme ça pour le bonheur, mais voilà, des courses à saucisson, comme on les appelle. Ok. J'ai vu que tu avais participé notamment au Mies Ski Touring. Ouais. Ça, pareil, c'est des courses un peu sympas que tu fais pour t'amuser. Ouais, c'est ça. Après, Mies Ski Touring, c'est un peu spécial, c'est que c'est toujours le même parcours d'année en année, et ça permet d'observer une progression aussi par rapport au temps que j'ai mis les années d'avant, et ça permet de voir évoluer la performance aussi. Donc, Et là, cette année, il y a eu un... Ouais. Un gap, j'ai progressé. Il Okay. n'y a pas eu un gap comme l'année dernière, mais j'ai continué de progresser, donc je suis dans la bonne voie, je suis content. Ok, très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on est sur cette fin de saison-là. En termes de championnat, tu as remporté le championnat de France, tu as remporté le championnat d'Europe. Et donc du coup, on peut clairement dire que là, il y a des grosses satisfactions à l'issue de cette saison, même si je suis sûr et persuadé que malheureusement, il manque cette victoire en Coupe du Monde qui t'échappe à pas grand-chose. Ouais, exactement. Alors, quand je reviens un tout petit peu sur tes propos, désolé. Quand tu dis championnat de France, en fait, il y a 4 disciplines de championnat de France. Ouais.
Donc j'ai pas gagné le championnat de France, j'ai gagné les 4 courses des championnats de France. Donc c'est ce qui j'aurais pu en gagner une et puis perdre les 3 autres. D'accord. Donc c'est ce qui fait que je suis content aussi d'être un athlète polyvalent. Et puis sur les championnats d'Europe, pareil, ça m'a permis de gagner les différentes courses. Voilà. Après, non, la Coupe du Monde, ouais, ça c'est pas super bien terminé. La victoire de cette Coupe du Monde se jouait sur une dernière course. Et puis malheureusement, j'étais malade, donc ça s'est pas bien terminé. Mais non, je suis content de ma saison, je suis content de ce que j'ai fait. Et même s'il y a un petit bémol à la fin, ça me donne envie de repartir plus fort l'année prochaine. Bah oui, 2e, c'est quand même une superbe performance. T'es loin de démériter en tout cas, et j'imagine que du coup il y avait quand même pas mal d'inconnus et de premières pour toi en participant à ce championnat du monde, en te déplaçant en Allemagne, en Italie, jusqu'à la Norvège même pour cette dernière étape. C'est dur comme ça de faire des longs voyages et puis d'être performant comme ça dans des pays étrangers, loin de chez toi. Moi j'adore. Toi t'adores. Ouais, moi j'adore. Après, ça fait partie du truc, j'imagine. Ouais, c'est le voyage, on est entre athlètes. C'est une discipline qui est malgré tout assez peu connue. C'est une discipline un peu niche. Et on est tous potes, quoi. Donc, quand on y va, c'est pour retrouver aussi ses copains. Même les camarades de l'équipe, c'est des potes, quoi. Donc, c'est aussi les moments où on les retrouve. Et ça, c'est bonheur. Et puis après, c'est aussi voir des nouveaux pays. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Et puis, ouais, là, je rentre d'une semaine en Norvège. J'ai découvert la Norvège. Ouais, ce sport m'a permis de découvrir la Norvège, quoi. Donc, non, ouais, j'adore. Justement, la Norvège, c'est le truc le plus récent qui t'est arrivé comme déplacement. C'est comment, un petit peu, raconte-nous. C'est des paysans, mais c'est fantastique. Hein. Les paysages sont beaux, ouais. Ouais, c'est des montagnes qui plongent dans la mer et on court, on part du niveau de la mer, quoi. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Nous, dans les Alpes, quand on part en ski, on est déjà à 1200, 1500 mètres. Là-bas, on part à 0, quoi. Ou 2, peut-être. Ouais. mais, et puis après, ouais, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et puis des paysages aussi, ouais. J'avais une question par rapport du coup à la coupure. Tu nous as dit que ta saison était terminée. Comment vous préparez du coup pendant cet été? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu te mets déjà dans la tête tes objectifs de l'année prochaine, ou alors tu te permets un peu de repos et ensuite t'attaqueras un peu plus fort un peu plus tard? Là, dans un premier temps, je vais prendre un mois pour moi. Je vais faire ce qui me plaît, quoi, parce que pendant une saison, on va pas se cacher, il y a pas mal de parties qui me... Faire la fête. Voilà. C'est la partie, par exemple, que je peux pas trop faire pendant la saison. Et donc ouais, voilà, faire la fête, voir les potes, aller en montagne aussi pour moi, quoi, parce que des fois j'y vais pour l'entraînement, j'y vais pas pour moi. Et puis donc là, je prends un temps où je me fais plaisir. Ensuite, j'ai des études aussi. Là, je les ai aménagées pour être libéré l'hiver, mais je suis en études sur la période de printemps. Et puis après, on fait un bilan de la saison avec le coach. On refixe les objectifs de l'année prochaine. Et puis c'est parti, quoi. Dès juin, je commence à voir mes premières trames que je suis vaguement. Et à partir d'août, c'est reparti vraiment. Et puis après, je profite de l'été pour faire 1 ou 2 courses à pied aussi. Et voilà, ça permet de garder un peu de rythme, et c'est sympa. Quels sont tes endroits préférés, tes endroits préférés pour pratiquer ton sport? C'est plus compliqué comme question. C'est difficile comme question. J'avoue que c'est difficile. Il y en a plein. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Je sais que Beldon, j'adore. Pour le ski de rando, c'est quand même super sympa. Après, en fin de saison, Massif du Mont Blanc, les Écrins. Ça, c'est quand je fais des entraînements plaisir. Pour m'entraîner un peu plus sérieusement, le Chablais offre l'avantage d'avoir des pistes assez bas, parce que il y a une grosse partie de mes entraînements que je fais sur piste quand j'ai des entraînements spécifiques.
Donc, ouais, voilà. Puis après, je profite aussi pour partir un peu partout en France, dans les Alpes, pour visiter plein de coins et ouais, il y en a beaucoup. C'est compliqué de choisir. Ouais. La France est un beau pays, donc c'est difficile de choisir. Puis des fois, je vais en Suisse aussi, donc ouais, il n'y a pas un endroit que j'adore. Tous les endroits sont beaux. Il y en a que je préfère à d'autres, mais voilà, tout est sympa. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter l'une de, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de tes expériences les plus mémorables, le truc qui t'a, je sais pas, qui a fait tilt. Si on prend sur cette saison là par exemple, c'est quoi que tu retiens de plus fort? Ouais, là c'était la semaine dernière, je pense. Ah ouais. C'est pas forcément les courses, c'est juste les moments entre athlètes et là on était tous dans le même hôtel. Il y avait les Italiens, les Norvégiens, il y avait tout le monde en fait, hein, les Autrichiens, les Américains, les Canadiens. Enfin, il y avait tout le monde et on vient tous d'endroits différents. On partage la même passion, mais à l'extérieur on n'est pas les mêmes. Donc partager ça aussi, c'est incroyable. Ok. J'avais une question plus d'ordre de long terme, d'avenir. Comment est-ce que toi, tu vois justement ton parcours sur un temps un petit peu plus long? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Le passage en professionnel, nous, on en avait déjà parlé en off, mais c'est quelque chose que tu as dans le coin de ta tête? Ouais, complètement. Là, déjà, l'année prochaine, je sors de la catégorie jeune, j'arrive en élite. Mhm. Je serai plus premier, je serai 30e, quoi. Donc, il va y avoir un petit gap à passer d'abord. Et puis, oui, bah, moi, ce que je veux, c'est être présent sur les courses élites. Donc, je vais tout faire pour mettre en place l'entraînement. Puis, on verra ce qui arrivera. En attendant, moi, je suis motivé et j'ai envie de continuer. Ouais. Ok. Moi, j'aimerais terminer avec toi en parlant un petit peu de la Pyramenta qui vient de se terminer. Et puis, on aura notamment une grosse page après à ce niveau-là. Évidemment, toi, tu l'as suivi parce que t'es à fond dans le ski alpinisme, donc c'est logique. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Bah, ça fait rêver. Hein. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours jeune, c'est quand même pas le même que le parcours senior. Mm-hmm. Le parcours jeune que moi, j'ai couru les années précédentes, c'est 2 jours, c'est des courses un peu moins longues. Donc, j'ai eu cette expérience-là. Après, l'expérience de la course senior, ça fait rêver. Hein. C'est 4 jours, 2-3 000 mètres avec du vrai ski alpinisme, quoi. Donc, ce pourquoi je pratique à la base. Et donc, ouais, ça fait rêver, j'ai envie d'y participer. Bah voilà, c'était ma question d'après. Forcément, à l'avenir, t'as envie de le faire. Je sais pas, t'en parles déjà avec des potes à toi pour former un duo et puis te lancer? Ouais, ça m'arrive des fois dire l'année prochaine, ce serait cool de faire la pierre. Après, des fois, j'en parle à des personnes qui sont encore plus fortes que moi. Donc, je pense que le secret de la pierre aussi, c'est de trouver un bon duo, pour un duo homogène, pour pouvoir profiter aussi tout le long. Et ça, c'est pas chose facile. Donc on verra l'année prochaine pour trouver la bonne personne, je pense. Ok. Bah écoute, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te remercie en tout cas beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ton expérience. Et puis encore une fois, bravo pour cette saison magnifique. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. Et puis au plaisir encore une fois de te retrouver une nouvelle fois dans l'émission à l'avenir pour encore une fois nous parler de tes performances et de tout ce qui t'arrive dans le beau monde du ski alpinisme. Ouais, merci à vous de m'avoir accueilli et puis avec plaisir, je reviens quand vous voulez. Super. Bah écoute, merci Jules. Bonne fin de journée à toi. Merci. Au revoir. Eh ben écoutez, on va faire une petite pause musicale, on reprend tranquillement notre souffle et on revient tout de suite après. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac.
Vous êtes de retour sur les antennes de Radio Grand Lac. On vient de terminer avec Jules Rébaud pour la page ski alpinisme, le jeune Jules qu'on a pu accueillir justement et qui nous a parlé de toute sa saison assez incroyable. Et puis on va passer au sujet suivant justement. On va parler de Pierre Menta, comme je vous l'avais dit. Cette belle émission donc, elle va être consacrée à cette course de ski alpinisme extrêmement réputée pour sa difficulté, pour le challenge incroyable qu'elle représente. Elle a eu lieu la semaine dernière et pour en parler, bien sûr, on va accueillir Sébastien Blanc. Sébastien, est-ce que tu nous entends ? Alors, on a un petit souci. Est-ce que ça marche maintenant, Sébastien ? Tu nous entends ? Alors, je vais devoir faire l'interview à sa place, tu te rends compte ? Je sais pas si je vais y arriver. Ça va être compliqué. C'est les aléas du direct, ça arrive. C'est ça. N'empêche que quand Jules était là juste avant, on peut quand même dire que sur la saison précédente, il a réalisé quelque chose de fort et d'assez dingue, dans le sens où c'était quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire les années précédentes, il n'avait pas eu les résultats qu'il escomptait, c'est ce qu'il nous racontait l'année dernière. Et cette année justement, on peut vraiment dire qu'il a fait les choses bien, avec notamment des championnats de France et d'Europe à Flaine. Moi, j'étais allé les voir justement. C'était assez incroyable. Il avait un niveau stratosphérique et il mettait à l'amende, sur ce début de saison, comme on avait pu dire, ses coéquipiers. Driss, tu voulais rajouter quelque chose ? On a eu la chance de lui parler un peu en off et c'est vrai que sa saison était vraiment ciblée sur pas mal de compétitions. Et voilà, on a vu que c'était un plaisir de voir comment un athlète de haut niveau fonctionne. Il nous a parlé la saison prochaine de passer un autre gap élite avec des personnes un peu plus vieilles que lui, et ça lui permettra, je pense, d'aller loin et de continuer ses performances et peut-être sûrement de continuer sa progression. Et je pense que chaque année il y a pas mal de choses à faire pour progresser. On parlait du niveau mental, on parlait également du physique, parce que l'année prochaine il aura pas mal d'autres athlètes un peu mieux préparés que lui, donc tout à lui de faire une bonne prépa, à lui d'être bon dans ses objectifs. Donc on lui souhaite en tout cas, et on essaiera d'être au courant de ce qu'il fait, de le réinviter l'année prochaine, pourquoi pas. Bah oui, c'est ça. Encore une fois, Jules, là, du coup, comme tu nous as dit, en tout cas là, cet été, c'était trail, c'était repos surtout, et qu'il y avait une dimension physique qui allait être clairement différente pour l'année à venir. Physique dans le sens où, en niveau élite, le physique des mecs tient énormément plus. Ils ont la caisse comme c'est pas le cas en jeune. Et ça, franchement, ça fait une différence incroyable. Donc, il va travailler sur ça, c'est ce qu'il nous a dit. Et on lui souhaite encore une fois bonne chance pour la suite. On va retrouver Sébastien Blanc. Cette fois-ci, je crois qu'on a pu réparer le petit souci. Sébastien, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends. Super, nickel. Très heureux de vous retrouver sur l'émission. Merci beaucoup d'avoir participé d'avoir voulu participer en tout cas. Et vous êtes donc le président de l'association qui organise la Pierre Menta, c'est ça ? Tout à fait. Super. Eh bien écoutez, moi j'aimerais commencer par une première question. Quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette 38e édition de la Pierre Menta ? Eh bien, en lien avec l'année passée, on a eu beaucoup de mauvais temps. On espérait vraiment avoir du beau temps cette année. On a eu de la chance. On a eu 4 belles étapes où les coureurs ont trouvé du soleil et de la foudreuse. Super. Est-ce qu'il y avait un petit peu de crainte malgré tout au niveau des conditions d'enneigement avant l'événement ? Oui, on avait des soucis de neige, surtout en bas au niveau de l'arrivée, mais les traceurs ont su trouver des solutions avec des chronométrages arrêtés un petit peu en haut des pistes, en haut, un peu plus haut, et puis une partie neutralisée où ils descendent tranquillement pour rejoindre l'arrivée avec les partenaires, les plateaux télé et le ravitaillement. Très bien. Alors moi j'avais une question un petit peu pour remettre dans le contexte, on va dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si quand même ça fait un sacré paquet d'années que ça existe maintenant. Qu'est-ce que la Pierre Menta ? Donc c'est une course de ski alpinisme qui se pratique en duo, un esprit de cordée pour la sécurité. Donc on a environ 212, 214 équipes de 2 seniors, et on a un format sur 4 jours. Donc je crois qu'on est à peu près les seuls. Et ils vont faire environ 10 000 mètres de dénivelé positif sur 4 jours. Cette année, ils ont fait un peu plus. Mais voilà l'idée de la course. Et petite question, pourquoi Pierre Menta ? Ça vient d'où le nom ?
c'est le nom d'un bloc rocher chez nous dans la vallée de Roseland. D'accord, très intéressant en tout cas. Alors moi j'avais justement pour enchaîner une question un petit peu sur le niveau des athlètes de cette année. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce qu'il y avait justement du gros niveau? Comment est-ce que c'était un petit peu? Donc en fait on ouvre les inscriptions au 1er décembre jusqu'au 31 janvier et après on va analyser les CV sportifs parce qu'on leur demande de nous donner des informations sur leur niveau puisque nous avons des contraintes en termes de sécurité sur la piste, sur le domaine et la montagne, c'est qu'on veut qu'à partir du midi, tout le monde soit rentré, où est finie la course et rentre. On peut pas laisser tout le monde l'après-midi, les conditions changent avec la chaleur, donc on a besoin d'être sûr que tout le monde soit rentré. Et donc on a des barrages horaires liés au temps du premier et à différents points de passage sur les sommets. D'accord. Et en termes d'ambiance générale sur cette édition, comment est-ce que c'était un petit peu? Racontez-nous, vous qui étiez très en inside un petit peu à l'organisation de tout ça, que ce soit pour le public ou pour l'ensemble des participants. Donc le premier jour, on a eu une belle étape du côté Mirantin, grande journée, avec du beau temps, avec de la poudreuse. On avait quelques spectateurs, mais là c'est un petit peu plus dur de monter. Et puis on a eu de plus en plus de spectateurs jusqu'au samedi où on fait un peu la fête du ski alpiniste sur le massif du Grand Mont, où on ouvre le premier télésiège gratuitement. Et on a environ 2 à 3 000 personnes qui montent sur le sommet avec les enfants, et c'est la fête du ski alpinisme. Et en haut, on va retrouver une ambiance très particulière avec, vous avez dû voir peut-être quelques images où pendant 500 mètres, les coureurs circulent dans la foule avec des tronçonneuses, des cloches, avec ça sent bon la fondue. C'est très dur comme environnement. Ah bah c'est clair, moi j'ai vu les images, c'était notamment une de mes questions un petit peu à la suite là. C'est clair que là le public il était survolté et ça fait penser un petit peu à des images de Tour de France. C'est beau cette communion entre les athlètes et puis le public. Oui, alors ce qui est joli c'est que c'est comme le Tour de France, mais là les gens ils ont dû monter 500 mètres de dénivelé. Donc on a quand même des gens, des spectateurs très 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 motivés et qui veulent absolument aller vivre ce moment très fort là-haut sur le col de la Forcle. D'accord. Alors justement après, moi j'aimerais vous poser une petite question. On est quand même sur une année un peu spéciale puisque en termes de victoire, c'est 2 duos français qui ont remporté la Pierramenta. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça doit faire quand même plaisir, mais d'un autre niveau. Oui, alors c'est vraiment génial puisque sur les 4 Français sur le podium hommes-femmes, on en a 3 du village quand même. Donc on est très 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 content pour eux. C'est extraordinaire, c'est vraiment joli. Axel et Émilie, bon, c'est la deuxième fois qu'elle gagne. Et Axel gagne souvent. Elle a quand même un très très gros niveau sur les courses longue durée. Et Xavier et William, eh bien, ça fait quand même 7 ans qu'ils sont sur le podium, mais ils ont enfin eu cette première place. C'était vraiment une grande fête qui a duré très tard samedi soir. Et on est vraiment très très content pour eux. C'est vraiment chouette. Ok, d'accord. Et si on prend un petit peu l'organisation de l'événement en elle-même, à quoi il faut penser, vous qui êtes un petit peu en train de chapeauter tout ça, quand on organise quelque chose d'aussi important et prestigieux que la Pierramenta? Alors déjà, la Pierramenta, c'est une association, on est environ 20-25 au bureau, on est environ 250 à 300 bénévoles, il n'y a que des bénévoles. On fait tout ça pour s'amuser et pour valoriser notre territoire. On se fait plaisir pour faire une belle course. La partie organisationnelle dont on est 3-4, la partie administrative, les partenaires, c'est toute l'année en fait. On n'arrête pas. Là, on vient de terminer la course, on range, on va attaquer à faire le bilan des retombées médiatiques presse. On va faire une réunion presse avec les partenaires et puis après on part sur refaire le tour des partenaires. Si on repart pour l'année prochaine, septembre, octobre, novembre, on repart. On a aussi préparation de la plaquette, préparation de toute la partie administrative liée à la sécurité, liée à la préfecture. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ok. Un petit mot sur les perspectives d'avenir de la Pierramenta. Est-ce que vous pensez déjà à des évolutions ou des changements qui pourraient intervenir sur cet événement?
Oui, alors les gros changements, ça fait déjà 2 ans qu'on a fait on fait un plateau Facebook Live avec un journaliste, avec 2-3 référents techniques, dont des anciens champions qui ont gagné la Pyramide. On anime ça avec les gens qui sont sur le terrain. On s'améliore d'année en année avec des suiveurs qui ont des caméras, qui la journée, le matin, vont suivre les coureurs. On a des drones, on monte des Starlink. Voilà, on est vraiment assez pointu. On est capable de faire un live Facebook sur des sommets avec un rendu extraordinaire. Cette année, on l'a vu avec 4 jours de beau temps, c'était vraiment chouette. On continue à améliorer cette partie-là, mais après, voilà, en termes de standard de course, on reste comme on est là, quoi. C'est vrai qu'en termes de logistique, ça doit être un gros boulot. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous décrire les étapes de la Pyramenta, notamment cette année? Oui, alors le premier jour, les étapes coureurs, donc ils sont partis toujours du Planet, on partait du Planet sur le fond de piste. Ils sont allés du côté col de la Bâtie, Mirantin, pied de la Grande Journée. Le deuxième jour, ils sont allés du côté col de la Forque, le col de la Louse, du côté des Saint-Guérin. On est allé vers le Pointe du Riondais, col de Cré-du-Boeuf, donc sur la commune de Naves. Et puis après, ils sont repartis sur le col de la Forque et revenus au niveau de l'arrivée du Planet. Le troisième jour, ils sont allés, ils ont fait travail, ils sont quand même passés, ils ont fait l'arrêt du Grand Mont. L'arrêt du Grand Mont, c'est pas chaque année, en fonction des conditions. Donc les coureurs adorent quand on peut le faire. C'est quand même vertigineux. Donc ça a été fait. Et puis le dernier jour, on est sur le col de la Forque, le massif du Grand Mont, où là on privilégie le passage plus du côté des spectateurs qui sont basés au col de la Forque. Et selon vous, parce qu'il y a quand même, j'imagine, de nombreuses nationalités et de personnes de nationalités bien différentes qui participent à la Pyramenta, qu'est-ce qui fait que ça plaît autant à une aussi grande échelle, en tout cas à autant de gens, cet événement? Alors on avait 18 nationalités cette année. Il est vrai que maintenant les Canadiens, les US viennent. Ils entendent parler de cette course depuis très longtemps. Ça fait partie de la Mecque du ski alpinisme. C'est vrai que pour tous ceux qui font des courses de championnat du monde, faire la Pyramide, ça reste quelque chose d'original, de différent. 4 jours, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que le message est passé partout. L'année passée, il y avait un championnat du monde qui était en Andorre la semaine ou les 15 jours avant. Les Japonais qui sont venus, ils en ont profité pour faire la Pyramide. C'était pour eux quelque chose de différent à découvrir. Et par exemple, les passages d'arête encordés, ils n'avaient jamais fait. Donc ça montre bien que c'est un sport. Nous, on reste sur une vision du ski alpinisme, mais alpinisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des pistes à tourner, on est sur des arêtes. On est sur des coins vraiment techniques. Oui, parce que justement, en fait, c'est balisé, mais vous restez quand même sur des espaces préservés, naturels, en pleine nature. C'est vraiment différent de ce qu'on avait pu voir juste avant avec Jules, qui lui, sur pour ce qui est de la compétition et des championnats du monde et tout ça, sur des pistes très marquées, des parcours préétablis. Là, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Ouais. La partie sprint, par exemple, nous, c'est vraiment très différent. On est sur la haute montagne. La montagne, on est dans des endroits où il y a rien, il y a personne. Et on arrive à faire des lives pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, ça montre que c'est tout à fait faisable sur quelque chose au niveau Jeux Olympiques ou Championnat du Monde. Et concernant, alors vous allez nous dire justement si ça marche comme ça, mais est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les participants, j'imagine, peut-être? Oui, on leur demande, comme je disais tout à l'heure, des CV sportifs. On leur demande de nous montrer sur les courses de ski alpinisme qu'est-ce qu'ils ont comme résultat. Et surtout, par exemple, la course de la Belle Étoile qui est fin janvier, qui va nous permettre de vraiment voir où se situent les gens en termes de niveau. D'accord. Et vous, après, comme vous êtes organisateur depuis combien d'années exactement? Alors moi, je suis bénévole depuis 37 ans. Donc vous étiez là dès les débuts. Voilà, et je suis presque. Et je suis président depuis 2019. Et qu'est-ce qui vous plaît autant justement dans ces missions-là, dans le fait d'organiser cet événement à chaque année? On est tombé dans le tonneau étant tout petit, donc on n'a pas le choix. Non, voilà, c'est quelque chose de créé par Guy Blanc, mon papa, et c'est vrai qu'on est dedans depuis X années. Mes enfants sont dedans.
on parle beaucoup de pyramide malheureusement sur les repas à table, mais voilà, on est à fond, on veut que ça avance, on veut que ça fonctionne et voilà, on fait ça pour s'amuser et puis pour faire un bel événement au niveau du Beaufortain, de notre territoire, la commune d'Arèche-Beaufort. Ouais, c'est une affaire de famille en fait, la Pyramenta. Oui, entre autres, mais on peut pas le faire sans tous ces bénévoles qui sont là et qui ont des choses tout à fait différents en fonction de leurs compétences. C'est quand même très important d'avoir tous ces gens-là pour faire ces bels événements. Et pour les jeunes qui nous écouteraient ce soir ou qui pourraient réécouter l'émission plus tard, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, pour leur donner envie un petit peu de participer un jour à cette Pyramenta? Alors la Pyramenta, on fait le vendredi et le samedi la course Pyramenta Jeunes sur 2 jours où on accueille entre 40 et 80 équipes de jeunes. Cette année, on n'avait pas Jules Rébaud par exemple parce que je pense qu'il est parti en Norvège. Il y avait quelque chose en Norvège. Mais si on regarde tous les champions qu'on a eus depuis 20 ans, ils sont tous passés par la case Pyramenta Jeunes. C'est là où on va voir vraiment l'évolution de tous ces jeunes qui ont envie de faire la pyramide. Malheureusement, ça peine un peu. Cette année, sur le podium, on avait en U16 femmes, on en a qu'une équipe. U18 femmes, qu'une équipe. Donc c'est vrai que ça, la relève n'est pas là. Il faut qu'ils posent leur téléphone et qu'ils viennent faire un tour en montagne. Ah oui, je vois. Parce qu'il y a, en termes de répartition du genre, il y a quand même moins de femmes qui participent et qui sont présentes en tout cas dans la discipline du ski alpinisme. Oui, il n'y a pas beaucoup de filles. Par exemple, chez les seniors, on était monté à 24 équipes. 24 équipes contre 190 chez les hommes. Ah oui. Ok. Et à votre avis, c'est dû à quoi ce gap de... Il y a moins de filles qui font ce genre de sport. Oui. Ok. Ouais, c'est des pistes et puis des axes de développement, j'imagine, pour la fédération et ce genre de choses. Il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Ils essayent de recruter le maximum de jeunes pour monter des équipes. On peut surtout dans ce sport-là, pour un jeune, si vraiment il tourne, il peut vite faire des championnats, des coupes d'Europe et des championnats du monde. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde, on peut très très vite atteindre des courses de haut niveau. Et pour son expérience personnelle, aller voir ça, c'est extraordinaire. Ok. Bah écoutez, moi j'ai dit toutes mes questions. Est-ce que vous avez quelque chose que vous nous aimeriez nous dire, un petit quelque chose à ajouter? Non, pour ceux qui souhaitent venir découvrir la course en tant que spectateur ou coureur ou même bénévole, on est ouvert et la station d'Arèche-Beaufort peut vous accueillir si vous voulez découvrir cette ambiance. Parce qu'en termes de recherche de bénévoles, ça commence à partir de quand vous lancez le recrutement à quel moment de l'année? On va dire septembre-octobre. Ça serait intéressant d'avoir les informations des gens et puis en fonction de leurs compétences, on peut leur trouver une activité. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que en termes de mission, il y a besoin de plein de types de profils, j'imagine quand même pour gérer tout ça. Tout à fait. On a un jeune là qui nous a appelé, qui souhaitait venir sur la pyramide. Au début, on a voulu le prendre pour les réseaux sociaux à l'arrivée, et puis en fait, on avait besoin d'accompagnateurs au niveau de la presse. Il était tout à fait autonome en montagne et équipé, donc il a fini 4 jours en montagne en accompagnant la presse. Donc on a vraiment de tout. On a des gens pour le ravitaillement à l'arrivée, les passages de route, les contrôles sur le terrain plus ou moins techniques. On peut faire des contrôles sans prendre les skis. Il y a des zones en forêt où on peut aller à pied. Donc oui, on est toujours ouvert. Après, il faut être autonome et hébergé dans la station pour pouvoir faire ça. C'est vrai que si on vient de loin, c'est pas facile. Parce que là, vous dites que il y a des passages à pied, c'est-à-dire que notamment, moi, j'ai vu la photo du finish lors de la dernière étape. Quand il n'y a plus de neige comme ça, ils déchaussent et ils finissent à pied. Oui, c'est possible. Oui. Okay. Alors, il y a des règlements. Il y a un règlement qui dit on a le droit à tant de mètres et tant de dénivelé à pied. Donc voilà, il faut respecter ce règlement parce qu'ils aiment pas trop. Ils ont des chaussures en carbone. Ils aiment pas trop taper dans les cailloux ou choses. Mais quand il y en a un tout petit peu, c'est partie du jeu. Ok, d'accord. Ok, écoutez, très bien. Merci beaucoup d'être passé nous voir, monsieur. Au plaisir en tout cas de vous retrouver l'année prochaine pour reparler de la Pyramenta. Et voilà, encore une fois, cette année a été une belle réussite. On espère que l'année prochaine sera encore mieux. J'espère, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sébastien. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour les chroniques. On se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac.
Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette dernière partie de l'émission 9 de 1 Partez. Et bien écoutez, on vient de finir la grosse partie de l'émission qui était dédiée au ski alpinisme. C'était super intéressant. On a d'abord eu Jules puis Sébastien Blanc pour nous parler Pierre Amenta, championnat du monde du vin de ski alpinisme. Je sais pas ce que t'en as pensé, Laurine, mais là on ressort la tête pleine d'infos et surtout complètement au fait de comment ça marche. C'est ça, gros zoom sur le ski alpinisme. Ça fait pas de mal, hein. Franchement, Non, c'est bien. sympa. On finit la saison hivernale en beauté, je trouve. Donc ça fait plaisir, c'était le but. Et donc on va passer aux chroniques. Maintenant, on va commencer avec Justine qui va nous parler en premier lieu d'un athlète aixois qui fait des grosses performances. Et oui, je voulais juste dire un tout petit mot pour notre athlète aixois Mathéo Duc qui a battu son record personnel au championnat de France de marche athlétique où il est arrivé sur la dernière marche du podium. Il améliore son record d'1 minute 32 en finissant les 20 km en 1h23 minutes et 42 secondes. Donc on espère le retrouver au JO cet été et on le félicite quand même de cette grosse performance. Attends, un aixois au JO, ce serait quand même pas mal, hein. Franchement, ça en va. Ce serait bien, ouais. Exactement. Alors maintenant, tu voudrais nous parler du trophée Terre de Jeux 2024. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et oui, en fait, c'est Aix-les-Bains qui décroche le trophée du coup Terre de Jeux 2024 sur le thème climat et environnement avec le club de triathlon pour son événement sportif organisé en septembre qui valorise des actions durables et concrètes en faveur de l'environnement. C'est 300 dossiers déposés et 21 lauréats, donc c'est une petite fierté quand même pour Aix-les-Bains. Super. Eh ben écoute, maintenant un petit mot quand même du handball aixois qui en ce moment enchaîne comme une fusée. Ils sont inarrêtables. Et oui, nos Aixois demeurent invaincus depuis 9 matchs en National 3 avec 8 victoires et seulement un match nul depuis leur dernière défaite contre Annecy-le-Vieux. Les Aixois sont seulement à 3 points de la première place, donc cette première place, elle est détenue par la dernière équipe à les avoir tenus en échec, Ronerieux, contre qui ils joueront à domicile le 13 avril prochain pour essayer d'aller la chercher, cette place tout en haut du podium. Mais avant ça, samedi, nos Aixois joueront face au Pays Voironnais à l'extérieur. C'est l'occasion d'aller chercher quelques points qui nous seront bien utiles dans notre course à la première place. Super, et écoute, maintenant on passe un petit peu au festival Andy-Neige, une superbe initiative, un super moment de partage autour justement des thèmes de la montagne et des sports d'hiver. Oui, du samedi 23 au dimanche 31 mars, c'est le plus grand rassemblement handisport autour du ski qui est attendu à la station de Pézé-Valandry. C'est organisé par la Fédération de ski handisport, c'est la première édition du festival Andy-Neige et ça nous promet une très très belle semaine. On pourra y voir des compétitions, des stands, des projections de films, mais aussi des stages de pilotage de fauteuil. En bref, énormément d'animations pour découvrir le handisport. Et si certains de nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent s'informer via le site internet du festival Andy-Neige, car certaines activités sont payantes et ont besoin de réservation. Donc. Ok, super. Écoute, on termine la chronique par les 10 km d'Aix-les-Bains. Et oui, je vous en ai parlé il y a 2 semaines et visiblement vous nous avez entendu puisque les inscriptions sont closes pour participer à la course des 10 km d'Aix-les-Bains. Le départ de la course est prévu à 9h30 ce dimanche et 2500 coureurs sont attendus. Si vous n'avez pas réussi à avoir votre dossard pour la course, les inscriptions sont encore possibles pour la marche de 9 km au bord de notre magnifique lac avec un départ prévu à 9h. Et vous pouvez aller récupérer vos dossards dès samedi de 10h à 18h au niveau du village de la course, juste en face du cinéma d'Étoile du Lac. Pour les plus compétiteurs d'entre vous, le record à battre, il est de 29 minutes 27 pour les hommes et de 32 minutes 31 pour les femmes. Et cette fois, j'espère, Adrien, que c'est toi qui iras battre ce record. Écoute, ça va demander une préparation intensive et rapide, mais allez, pourquoi pas, si tu me lances le défi. T'as 2 jours d'entraînement, là. Ça va être chaud. Merci beaucoup, Justine, pour cette chronique. On passe à Driss, qui va nous parler de football, comme d'habitude. On commence sur des bases solides avec le FC Annecy. Exactement, et enfin de belles éclaircies du côté du FC Annecy. 3e match sans défaite et second succès de rang, du coup, pour nos Annéciens. Ça fait du bien. C'est vrai que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas enchaîné pas un match sans défaite. Une victoire au Parc des Sports face à Bordeaux, ancien pensionnaire de Ligue 1. On a vu un match avec un tempo de fou.
Ça allait d'un camp à l'autre. On n'était pas loin de l'égalisation bordelaise jusqu'à que Annecy fasse le break après la 79e. Donc on est vraiment très fiers d'eux. On a vu que voilà, Laurent Guyot était à 2 doigts d'être licencié. Malheureusement, la direction lui a fait confiance et dans le foot de maintenant, c'est très rare. Bien heureusement du coup. Exactement. On sait que dans le foot de maintenant, on s'embête un peu moins. On essaye de changer un peu la physionomie et ça marche pas. Mais là, on a vu que Laurent Guyot a pris cette dernière alerte comme il le fallait et il a relevé les siens pour changer l'issue de cette fin de saison. On a vu qu'au classement, il y a 2 semaines, on était limite vraiment au bout du rouleau et là, tout s'est relancé. On rappelle que cette année, la Ligue 2 a 4 descentes, donc c'est vraiment beaucoup. Mais Annecy revient à seulement 3 points de Bastia, premier non relégable, donc on espère qu'ils vont le faire. Tout est relancé et prochain match très important face à Dunkerque qui est aussi dans la lutte au maintien, donc on pense à eux. Exactement, taper un gros du championnat pour se relancer, il y a rien de mieux, j'ai envie de te dire. Exactement. Là, ils sont prêts, en tout cas, ils ont eu l'électrochoc. Maintenant, à eux d'enchaîner la bonne dynamique et de se relancer comme il faut. Et tout ce qu'on leur souhaite effectivement, c'est d'éviter cette relégation. On n'a pas envie de voir ça, en tout cas du côté d'Annecy. Un petit mot du Chambéry-Savoie Football. Comment ça se passe en ce moment pour eux? Il y a 2 semaines, ils s'étaient relancés face à Vaux-en-Velin, mais le week-end dernier, le déplacement Saint-Priest, c'est pas déroulé comme ils l'avaient prévu. Mais Saint-Priest, c'est le premier dans leur poule de N3, donc ça reste quand même un bon match de perdre 15-0 face au leader. Malheureusement, ils sont un peu décrochés, ils descendent à la 4e place. Le prochain rendez-vous, et pas des moindres, c'est ce samedi face à Saint-Etienne, donc la réserve de Saint-Etienne, au stade municipal. Donc on vous attend nombreux parce que c'est toujours des très bons matchs contre Saint-Etienne. Et surtout, ils ont besoin de votre soutien pour cette fin de saison. On espère que eux aussi vont chercher quelque chose d'intéressant dans cette fin de saison, malgré que ça a l'air d'être un peu compliqué. Exactement, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire quand il fait beau en plus en ce moment, c'est aller au stade et aller supporter notre équipe, nos Chambériens. C'est des bons moments, c'est convivial et c'est pour ça qu'on aime le foot. Un petit mot d'Aix-les-Bains pour terminer. Exactement, après leur victoire face à Lyon Sud, on pensait que ils allaient enchaîner, malheureusement ça n'a pas été le cas. Rechute ce week-end dernier face à Vaux-en-Velin, du coup la réserve, 4-3. Une situation toujours aussi préoccupante. J'ai décidé de récupérer la réaction de l'entraîneur aixois qui pour moi est pleine de frustration. Après le match, Rafik Eslassi a dit que on ne peut pas exister à ce niveau en prenant autant de buts. On a inscrit une nouvelle fois 3 buts à domicile sans prendre de points. C'est extrêmement rageant. On le comprend, le coach aixois, on sait que ils ont sûrement réglé leurs problèmes offensivement. Malheureusement, défensivement, c'est toujours pas la bonne recette. On sait que la défense passe par l'attaque, donc il faut que tout le monde se corrige et tout le monde soit solidaire pour sauver le club et rester en R1. Exactement. Faut arriver prochaine échéance pour nos aixois à Clus ce samedi. Très bien. Écoutez. Vous savez où vous rendre, ou en tout cas comment supporter nos aixois. On va passer au basket, toujours à Aix-les-Bains, Aix-Maurienne, comment ils vont? Big win pour l'AMSB, une victoire qui fait du bien. On ne s'attendait pas forcément à cette victoire parce que Nantes est positionné 8e en D1. Donc ils prennent une grosse victoire. On aurait préféré peut-être le week-end d'avant face à Antibes parce que c'est un candidat direct, mais on prend quand même, ça reste une victoire avec pas mal de panache. Gagner une équipe qui sont qualifiées pour les playoffs, c'est toujours intéressant. On retrouve nos aixois 15e sur 18, donc ils se donnent un peu d'air à 2 places de la zone de relégation. Donc on pense que nos aixois peuvent se maintenir et rester en Pro B encore une saison et voire plus. Exactement. Une bonne fin de saison et ils seront sauvés. Ils pourront encore une fois peut-être relancer un projet et faire ce qu'il faut en tout cas pour remonter dans l'échelon de la Pro D2. Si on passe un petit peu au handball, on va parler de Chambéry cette fois-ci. La team Chambé. Et comment ça se passe? On n'est pas passé loin d'un exploit. Chambéry qui s'est déplacé à Paris pour affronter le PSG. On a perdu d'un seul point. Wow. Ils sont solides premiers aussi de la Star League. Donc Chambéry qui était pas loin de prendre une belle victoire pour un peu soulager cette saison qui est en demi-teinte. Malheureusement, nos Chambériens sont sur 3 défaites de suite. Ils chutent à la 9e place du classement et le prochain match c'est demain au Phare face au Pays d'Aix.
Ouais, bah écoute, ça aurait été beau, comme l'année dernière, d'aller taper le PSG, Exactement. mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. On n'a pas de soucis à se faire. Je pense qu'ils pourront se relancer sur cette première partie de tableau et finir dans les hautes places. Mais on sait que cette année, il n'y aura sûrement pas de place européenne, donc c'est un peu problématique. On espère que l'année prochaine, ils corrigeront ça. Mais il s'agira de bien finir la saison et voilà, de reprendre l'année prochaine de plus belle. Alors, est-ce que c'est qu'ils perdent des gros joueurs, surtout s'il n'y a pas de qualif européenne, qu'ils perdent du budget et ça fait jamais du bien au club professionnel. Un petit mot de hockey maintenant, pareil à Chambéry. Les éléphants de Chambéry, c'était un match qui s'est passé il y a quelques jours et franchement... Wow. Alors le hockey maintenant c'est vraiment, on est vraiment rentré dans le money time, c'est le moment de la saison où il faut être bon et nos éléphants le sont. Les playoffs qui ont débuté il y a quelques jours. Je vais vous expliquer un peu le système des playoffs parce que c'est pas courant. On a une saison régulière qui désigne un classement. Puis ensuite on arrive du coup à cette période début mars où on fixe les classements parce que tout le monde se sont rencontrés. Le premier joue le 8e. Le 7e joue le 2e et ainsi de suite. Du coup, nos Chambériens sont arrivés 7e et affrontent Caen 2e. Et là, pour l'instant, sur les 3 derniers matchs, du coup, les 3 premiers, nos Chambériens gagnent 2-1. Donc, vraiment très encourageant. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir le faire, créer l'exploit. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous à Chambéry. Et la prochaine rencontre, c'est ce soir à 20h. Donc, on va essayer de se dépêcher et de s'y rendre ensuite. Donc, on espère nos Chambériens prendre une vraie option ce soir, ce serait plutôt cool. Exactement, on sort, Driss nous conduit, on va directement à la patinoire et on va voir les Chambériens tâter de la crosse et ça va envoyer. Je pense que là ils peuvent clairement créer l'exploit, ils se sont donné les chances en tout cas et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Driss pour ta chronique et moi je tenais simplement à rajouter pour la fin ma recommandation pour du rugby et les Chambériens, le SOC qui va jouer un match capital face à un très gros classé du championnat de National 1. Ils jouent contre Albi ce week-end, ils sont en déplacement. On aurait aimé les avoir notamment dans l'émission, j'ai essayé de les contacter, malheureusement ils étaient en déplacement. Ce sera pour une prochaine émission, n'en doutez pas. On va les avoir avec nous pour parler rugby et puis de leur saison. Donc voilà, si vous aimez le rugby, n'hésitez pas à regarder les Chambériens qui jouent ce week-end face à Albi. Et bien voilà, on termine cette émission par cette petite recommandation. Merci à tous de m'avoir suivi et d'être encore une fois présents avec moi pour animer l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Avec plaisir. Merci Driss. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt et bonne soirée sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.